Bonjour à tous, bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Et aujourd'hui nous recevons Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier, bonjour Pierre. Et Bonjour devinez, Pierre. chers téléspectateurs, de quoi nous allons parler? Eh bien nous allons En parler... général, quand ils voient la table, La table est bien servie. Alors aujourd'hui nous la allons table est parler... garnie. Nous allons parler de nos amis les banques, comme d'habitude, dont une particulièrement que nous aimons tant, qui est la BCE. Vous évoquerez la question de la BCE. Nous évoquerons aussi les fusions et les faillites de banques. Bref, les taux négatifs, bien sûr, qui continuent, qui sont une maladie. C'est l'autre pandémie, disais-je par ailleurs. Bref, il y a de la matière, chers téléspectateurs. Et sans plus tarder, nous commençons avec Pierre. Pierre Jovanovic, bien sûr. D'accord, non, je Pierre, pensais que c'était... Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous paraît le plus saillant dans l'activité bancaire, monétaire, financière de ces derniers jours et de ces dernières semaines? Alors, l'analyse que j'ai faite de tout ce qu'on a ici, il y a trois thèmes qui se dégagent, qui sont très nets. C'est les taux négatifs qui continuent effectivement à détruire l'épargne de tous les retraités, dont la vôtre, mon cher téléspectateur. Désolé pour vous. Non, je m'en fous. Je veux dire, malheureusement, c'est dû à la politique des banques centrales et c'est pas près de se terminer, comme on l'a vu. Mais surtout, il y a quelque chose d'autre qui se dégage, c'est-à-dire les crimes des banquiers. C'est-à-dire que maintenant, les banques n'hésite plus une seule seconde à transgresser toutes les règles, au point que si on devait comparer l'industrie bancaire à l'industrie agroalimentaire, je pense que la moitié du monde occidental serait mort empoisonné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ça, tout ce que vous voyez ici, là, toutes ces dépêches, c'est que des crimes bancaires, littéralement. Oui, mais ces crimes bancaires, ils sont parfois condamnés. La justice passe quand même. Oui, elle passe 10 ans après, 15 ans après, quoi. Oui, elle passe dessus. Ouais, voilà, il passe... Vous savez, c'est un peu comme l'affaire Epstein. Il a fallu qu'on fasse une émission pour que le juge d'instruction décide de se réveiller et qu'une semaine après notre émission, Monsieur Brunel s'est dit, bon, là, il serait temps que je quitte la France et ils l'ont attrapé à Roissy. Les banques, oui. Les banques, ne jouent pas le jeu de la banque, elle triche, elle fraude. Non mais attendez, là c'est la triche à tous les étages, la fraude à tous les étages, a commencé par la Banque Centrale Européenne. Donc c'était au mois de décembre qui a décidé d'imprimer 500 milliards d'argent qui n'existe pas. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner après que tout part en vrille et qu'on ait des taux négatifs à ne plus savoir quoi en faire. Tiens, c'était 400 milliards selon Jean-Pierre Chevalier dans votre... Moi c'était plutôt 500 que j'avais vu, mais bon, on en est, on n'est plus à 100 milliards près. Enfin, vous savez, ça fait ce cirque dure depuis quand même 2015. C'est le sauvetage lors de la dernière semaine de 2020 de la Banque centrale par, dites-vous Pierre dans votre revue de presse, des non-résidents. Oui, mais j'ai deux choses différentes, ça. Oui, non, attends, justement, puisqu'on parle, parce qu'il n'y a pas que même les Anglais, par exemple, qui ont quitté l'Europe aujourd'hui, la Banque centrale anglaise, la Bank of England, a laissé son taux directeur à 0,1, parce que la Bank of England, comme la Fed, ne veut pas donner des taux négatifs, parce que là, ça serait envoyer le pire des signaux à l'ensemble du monde. Le principe de la Fed, c'est maintenir les Européens la tête dans le fossé, de manière à ce que tous les investisseurs envoient leur argent, placent leur argent à Wall Street. Résultat des courses, tout l'argent part aux États-Unis, ce qui était techniquement logique, ou à la City. Alors, j'allais le dire, parce qu'il y a quand même de l'argent qui part à la City. Oui, mais enfin bon, regardez bien, par exemple... Attends, parce qu'on arrive quand même à des situations complètement délirantes. Regardez, la banque du Japon, qui est alors, elle, la reine de la fausse monnaie, eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, elle possède un portefeuille de 434 milliards de dollars d'actions. C'est-à-dire que depuis des années, la Banque centrale rachète les actions sur l'indice Nikkei, le fameux indice Nikkei, qu'on connaît bien. Le Nikkei. Le Nikkei, voilà. Et bien maintenant, aujourd'hui, il possède la moitié.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nationalisation, Oui, pardon, oui. de la totalité, enfin, je veux dire, de la moitié, pardon, de tout ce qui est coté au Japon, à Tokyo. Enfin, c'est quand même complètement dingue si vous réfléchissez. À l'origine, la politique de quantitative easing, d'assouplissement monétaire, consistait à racheter aux banques des obligations, des actifs. Et les voilà maintenant qui rachètent les actions. Mais en effet, c'est une nationalisation, c'est une socialisation de l'économie. Regardez, voilà, ça c'est pour les taux négatifs. 18 trilliards de dollars ou euros à la cible des taux négatifs. Donc c'est Eric Poimboy qui a envoyé un tweet mi-décembre disant que aujourd'hui il y a littéralement 17,57 trilliards de dollars qui sont en train de cuire, littéralement au taux négatif, c'est-à-dire qu'ils sont en train de fondre comme une glace au soleil. Oui, Voilà. Non mais c'est très très grave. Ouais. C'est très très grave parce qu'on va au-devant d'une crise sociale majeure, dans le sens où tous les gouvernements, en particulier européens, vont être obligés de décapiter les retraites, enfin ou les retraités. Quand j'ai décapité, ça va être 10%, puis 20, puis 30, etc. Et avec la crise du Covid, avec tout ce qui balance maintenant pour sauver, ça va être encore pire. Les deux vont se chevaucher. Tant et si bien... écoutez, en Angleterre, là, la semaine dernière, il y a eu un débat au Parlement. Il y a des parlementaires qui voulaient proposer un impôt, genre impôt sécheresse pour nous en 76, vous voyez, mais uniquement sur les ultra-riches. Uniquement sur les ultra-riches. Donc tous ceux qui ont une fortune au-dessus de 500 000 euros, livres sterling. Voilà. Bien entendu, comme tous les parlementaires quasiment sont quand même des gens ultra-riches, ils ont coulé le projet très, très rapidement. Hein. Ils ont eu chaud. Hein. Et donc, maintenant, il est question, si vous voulez, de faire payer tout le monde, c'est-à-dire surtout les pauvres, hein, évidemment, parce que c'est eux qui votent. Hein. Et donc, maintenant, ça va être une taxe supplémentaire qui veulent voter sur tous les achats en ligne. Voilà. C'est-à-dire que vous achetez n'importe quoi en ligne sur Amazon, etc., vous allez payer 5% de plus. Ça sera la taxe Covid. Et je parie. C'est pas dans les cartons du gouvernement français, ça aussi ? Je pense qu'ils vont pas se gêner pour copier ce que. Vous savez, juste à Noël, ils ont augmenté, ils ont sorti une nouvelle taxe sur tout ce qui est casque audio, chaîne Wi-Fi, et ainsi de suite. Ni vu ni connu. Ils ont glissé ça. Vous avez vu ? Et les cabanes de jardin. Ça c'est vieux ça. Hein. La taxe vient d'augmenter. Oui, elle va encore augmenter. Oui, non mais ça ils l'ont fait. Je crois que c'est Sarkozy qui a. Ah oui, ça recommence ça. Voilà. Ça recommence, ça va remonter. La cabane au fond du jardin, comme disait le chanteur. Bien. Alors. Voilà, regardez. Vous voyez ici, regardez. The Monetary Policy Committee, donc c'est a voté à l'unanimité. Donc ça, c'est le conseil d'administration de la Bank of England. Ils ont voté à l'unanimité pour maintenir le taux directeur à 0,1%. Et au passage, injecter, donc imprimer, 150 milliards de livres de plus through quantitative easing. Into the economy through quantitative easing. Voilà. Ça date du 9 novembre. Voilà. Et ça va être dramatique. Ça va être absolument dramatique. C'est-à-dire crise du Covid plus taux négatif. Là, on a le tertier gagnant. Là, c'est la double pandémie. C'est la double plus le licenciement. Ça va être terrifiant. Là, on a un tableau, donc je dis aux spectateurs, allez voir sur donc la semaine du 24 au 27 novembre, on a le tableau véritablement sur tous les taux négatifs en Europe, et c'est absolument désastreux. C'est un désastre, littéralement. Alors tiens, on a l'effet Cantillon. Je sais pas si vous avez vu ça. L'effet Cantillon est intéressant, oui. L'effet Benalla, pardon, non, c'est Cantillon aussi efficace en 2020 que sous John Law. Voilà. Alors, expliquez à nos Bonjour téléspectateurs. à M. Benalla, on le salue. Expliquez à nos téléspectateurs ce que serait l'effet Cantillon. Parce que Cantillon est un penseur du XVIIIe siècle. Anglais. À ne pas confondre avec un Français qui a travaillé dans les questions policières. Qu'est-ce que c'est que l'effet Cantillon, Pierre Joanne ? C'est un peu comme mon chat. Mon chat applique l'effet Cantillon.
C'est-à-dire qu'elle a son bol d'eau, mais non, madame veut boire au robinet directement. Voilà. Et l'effet Cantillon, c'est ce qu'il a montré avec... en plus, il était bien placé, parce qu'il est contemporain de John Law. On en a parlé ensemble une fois. C'est-à-dire qu'en fait, il a remarqué que quand on fabrique comme ça des richesses, la distribution, ça ne profite qu'à l'entourage du roi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à la source. Voilà. Et par la même occasion, ça, vous réfutez ce que les anglo-saxons appellent le trickle-down, c'est-à-dire l'effet de ruissellement de richesse. Oui, Macron nous a sorti ça, mais c'est une vaste fumisterie, quoi. Macron nous avait dit, là, il va y avoir un effet de ruissellement, si on distribue aux plus riches, ça viendra vers les plus pauvres. Or, il y a un ça vient surtout sur les plus riches, quoi. Oui, voilà. C'est en haut de la pyramide, d'abord. Il y a un économiste américain, un universitaire américain, qui a démontré que le trickle-down, le ruissellement, était une pure escroquerie. Et qu'il n'y a jamais eu de démonstration scientifique de ces effets. C'est que, pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux ruissellement? Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à la cordée. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société, parce qu'ils ont des talents. Salut à tous, bienvenue sur Respublica Universalis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie du ruissellement, une théorie tellement scientifique qu'elle n'apparaît dans aucune publication scientifique. Par contre, vous la verrez un petit peu partout, à la télé, dans les discours, essentiellement pour vous dire qu'on n'y croit pas, que ça n'existe pas, etc. Mais que c'est quand même la pierre angulaire de toute la politique économique qui est menée depuis 40 ans. On va voir aujourd'hui pourquoi en essayant de prendre au sérieux la théorie du ruissellement à travers le livre d'Arnaud Parianti, Le mythe de la théorie du ruissellement. Parce que, évidemment, quand les riches se mettent à acheter des sacs, vous vous souvenez, le sac Hermès à 250 000 euros, oui. Il est évident que nous ne sommes plus dans la valeur d'usage. C'est sûr que ce n'est pas le sac au Monoprix. Voilà, c'est sûr. C'est pas la valeur d'usage, le même. C'est la valeur d'échange. Or, cette valeur-là n'a pas d'effet de richesse, parce qu'elle est trop concentrée sur le luxe. En France, on se félicite des succès de l'industrie du luxe. Tant mieux pour le Made in France, tant mieux pour les... Mais en réalité, l'effet de ruissellement est très modeste. Très justement, pour illustrer vos propos, j'ai le graphique de Holger Scheipitz. Alors, j'aime beaucoup Holger parce qu'il fait toujours des tweets, des analyses intéressantes. Alors, il nous explique par exemple, donc en 1980, il fallait 20 heures de travail à un salarié américain pour acheter une action du SP500, du Standard & Poor's 500. Standard & Poor's 500. Voilà, une action, on va dire IBM, au hasard. En 2020, ce même salarié doit travailler 141 heures de plus pour se payer la même action. Non mais attends, tu ne crois pas. Bonjour l'effet Cantillon, monsieur Macron. Parce que Macron parle souvent. Et, attends, je revois encore, il est en train de parler de la théorie du ruissellement. Quelle escroquerie monumentale, quoi. Pourquoi aussi? Il faut dire, et ça reliera... Vous vous rendez compte, 1980, c'est pas si vieux que ça. C'est Mitterrand va être élu en 1980. Oui. Pierre, c'est que si l'action IBM, par exemple, que vous avez choisi tout à l'heure, coûte beaucoup plus d'heures de travail à notre travailleur américain, c'est parce que aussi les marchés financiers disposent du quantitative easing et donc peuvent acheter tant qu'ils veulent des actions, ce qui les fait monter et qui rend plus cher pour l'ouvrier. C'est surtout qu'ils n'ont pas augmenté les salaires, évidemment. Ils ont baissé les salaires avec l'immigration massive et ainsi de suite. Donc vous avez les deux. Les deux. On est d'accord. Justement, sur ce quantitative easing, vous relevez, Pierre Jovanovic, que cette information de Jean-Pierre Chevalier qui démentait le fait que la Fed fasse de la planche à billets, vous contredisez cette information. Pour vous, la Fed fait bien de la planche à billets? Parce qu'elle a deux planches à billets. Jean-Pierre Chevalier a raison, si vous voulez, quand il fait l'analyse des banques, etc., en disant, comme nous d'ailleurs, les Français avec le Covid n'ont rien dépensé, donc il y a des économies colossales qui sont en banque, etc. Le souci, c'est ce que moi j'en ai discuté avec Jean-Pierre, je veux dire, il a raison là-dessus, mais il y a deux planches à billets et il y en a une autre en Asie.
Voilà. Il y a un livre, on en a parlé une fois avec Olivier Pichon. Il y a ce célèbre livre d'un Italien qui a été pris dans cette affaire par inadvertance, on va dire, qui a découvert que la Fed avait une autre planche à billets juste pour alimenter en dollars toute l'Asie. Et celle-là, elle n'est pas comptabilisée. Voilà, tout simplement. Tout passe par là. C'est par ce biais-là, si vous voulez, qu'ils alimentent les hedge funds comme les Cerberus et tous les autres. Alors, c'est pas ce qu'on appelle le shadow banking, ça. Bon, c'est une forme de shadow banking. Oui, n'est-ce pas? C'est une forme de shadow banking. Non, mais c'est intéressant ce que dit Holger Scheibitz. Vous voyez, 20 heures de travail en 1980 pour acheter une action IBM, 141 heures pour se payer la même action, en admettant qu'elle a augmenté raisonnablement, proportionnellement, et ainsi de suite. Hein, voilà. Mais c'est complètement dingue. On voit l'appauvrissement, la disparition des classes moyennes. Américaines. Tout à fait. Et alors, c'est là où l'effet Cantillon... donc, illustration parfaite de l'effet Cantillon, je pense à M. Emmanuel Macron, là, pour le coup. C'est M. Benalla, qui était si près de M. Macron qu'il était pratiquement passé de stagiaire en gendarmerie à lieutenant-colonel du jour au lendemain, sans jamais passer par la case départ, ou quelconque école de formation, ou un stage commando, ou tout bêtement par l'ENSEA, de Saint-Mexan, etc. Je regrette de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Voilà, en clair, donc, depuis 2008, toute la population mondiale s'est appauvrie encore plus vite en raison des injections massives de fausses monnaies dans le système. Et Christine Lagarde s'apprête à lancer, vous voyez ça, avant qu'elle le fasse en fait, avant qu'elle fasse son demi-trilliard, demi-trilliard, elle l'a fait 15 jours après, s'apprête à lancer une nouvelle planche à billets nucléaire juste pour Noël et pour aider juste les banquiers, parce que les banquiers sont en faillite. Voilà. Et c'est exactement ce qu'a montré Jean-Pierre Chevalier dans son analyse. Je pense que vous l'avez quelque part. Bien sûr. Il a montré que les banques françaises étaient en capitaux négatifs. C'est complètement fou. Ce qui explique leur fusion, leur volonté les unes les autres de fusionner ensemble. Mais bien sûr, parce que fusionner, en fait, permet de cacher la faillite. La Société Si une Générale banque avec fait le Crédit faillite, du ça Nord, déclenche un bank run. Voilà. Voilà. Donc il est hors de question qu'une banque fasse faillite, donc on les fusionne. Alors, Et là, j'ai tout un chapitre sur les fusions. Alors, il y en a pas mal. bancaire. Et on supprime des agents, des postes dans les agences, par exemple. Attends, on l'a dit ici, il y a 3 sûr, mois. bien J'avais sûr. dit que la Société Générale Ça, finira... vous avez été prophète. Ah, Là. ça. La fusion de la Société Générale Je suis prophète dans mon pays. et vous du vous rendez Crédit compte du Nord. ça, non, la Société Générale. Pierre. Non mais ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que des choses comme ça, par exemple, l'affaire Crédit du Nord, Société Générale, des gens comme Jacques Sapir et tous ces banquiers, ou Jacques Delarosière qu'on a vu récemment, ils le voient pas ça. Ils viennent pas prévenir les gens. Ils s'en foutent totalement. Enfin, c'est quand même assez dramatique de voir qu'il y ait si peu d'analystes. Tous les analystes, en fait, sont dans le monde anglo-saxon ou éventuellement en Suisse, quoi. C'est grave. Alors, c'est pas tout à fait non plus leur sujet de préoccupation. Alors, revenons à Excusez-moi, notre... ils sont économistes à la base. Oui, hein, oui, et, mais revenons- non. Delarosière est banquier central. Alors, il revenons était à- même patron du FMI. C'est pas rien. Hein. Oui, mais revenons à notre sujet de préoccupation. Non, mais attends. La fusion des banques. Delarosière, là, Oui. de Champfeu, de machin, de bidule, a dit dans l'interview que on va bosser jusqu'à 67 ans. Aujourd'hui. Ah, c'est bien. 67 ans, mon cher Pierre. Hein vous allez commencer déjà à alimenter votre fonds retraite, là, parce que, mon pauvre, vous allez travailler jusqu'à 70 ans. Hein, je le sens comme ça, moi. On sera peut-être tous morts avant. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais je parle monsieur Delarosière. Parce que monsieur Delarosière, il est dans mon livre Blackmaster, je l'avais téléphoné Oui. pour l'interviewer, etc. Attends, Delarosière, en 30 ans, j'ai pas le souvenir qu'il soit monté au créneau pour parler justement des licenciements, des planches à billets, de la fausse monnaie, du quantitative easing, etc. Non, maintenant il vient comme ça, il sort de sa retraite. Non mais c'est abusé, quoi. C'est véritablement abusé. Mais il y en a d'autres qui découvrent au bout de 30 ans les turpitudes de leur milieu. Et pas que les banquiers. Ouais, mais Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ouais, voilà, en tout cas, monsieur Benalla est la parfaite illustration de l'effet Cantillon. C'est un effet économique, c'est une... voilà. C'est une arnaque, c'est une immense arnaque, mais très profitable uniquement à ceux qui sont proches de la cour, du roi Soleil. Voilà. Autre fusion, Pierre, que vous évoquez,
celle du Crédit Agricole avec la banque italienne Credito Valtellinese, dite Creval. Creval, oui. Creval, Oui, ça, c'est La pas banque mal. Creval étant elle-même le résultat de la fusion d'au moins d'une quinzaine de banques sur 20 ans. C'est hallucinant. Alors, quoi. qu'est-ce que ça va donner, ça Alors attends, je sais pas, vous avez la dépêche? Creval, oui. Creval, alors voilà, qui elle-même est en faillite. Alors tout ça, c'est pour maquiller ses comptes, maquiller la faillite du Credito Valtellinese. Oui, parce qu'au mois d'octobre, j'avais informé mes lecteurs là, sur quotidien.com que la banque française, donc le Crédit Agricole, s'intéressait donc à la Banque Popolare de Milano, depuis qu'elle a abandonné une autre option qui l'aurait conduite à faire une offre sur Creval, etc., etc., etc. Donc fusionner avec une banque nommée Creval, c'est franchement pas terrible. Notez que Creval, ça vient de Credito Valtellinese, qui possède environ 500 agences réparties dans toute l'Italie. L'Italie, oui. Et on apprend hier, donc ça c'était fin novembre, que Crédit Agricole voulait fusionner officiellement pour acheter quelques pièces symboliques, voilà une paille, 737 millions de la banque Creval. Moi, je rappelle que Crédit Agricole a vendu tous ses fonds de tiroir. Il avait vendu, par exemple, la Saudi Franci Bank pour 332 millions d'euros au gouvernement saoudien. S'ils sont à 332 millions près, c'est que c'est grave. Ouais. Hein, voilà. Mais Crédit Agricole fait partie de ces banques françaises qui sont dans une situation absolument désespérée. Surtout le Crédit Agricole, qui a été l'un des plus gros acheteurs de crédit défaut swap dans les années les CDS, 2006-2007. les fameux CDS. Et c'est en train de cramer leur bilan. Et en plus, ces mecs-là, ils ne savaient même pas ce qu'ils achetaient. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est totalement délire. Crédit Agricole, Ils si n'avaient vous voulez, pas dans la lu. hiérarchie des banquiers nuls, les plus nuls, c'est Banque Postale. Bon, là, on s'en est douté. À égalité, vous avez Orange. Et juste derrière, vous avez Crédit Agricole. D'accord. Alors, sur Banque Postale, on y reviendra parce qu'il y a des informations. Mais en termes de fusion, et puis vous évoquez la Creval, Oui. l'italienne. Mais il y a dites- la Montepaschi. J'allais y venir. Que devient la Montepaschi Écoutez, d'Issienne? là, c'était en décembre. Toutes les lignes téléphoniques donc ont cramé entre Sienne, Rome et la banque Unicredit. Hein, ça a crépité tout le temps. La banque Montepaschi était une fois de plus à court de liquidité. Et il est vital, si vous voulez, de le cacher au grand public. Quoi. C'est éviter le bank run. Hein. Ouais. C'est à Oui, nouveau, oui, on est là-dessus. Quoi. Éviter la ruée bancaire. Et le PDG de la Unicredit, et donc l'ancien patron de Jérôme Kerviel, le monde est très petit Tiens. dans ce monde. Ah ben non, attends, ils se connaissent tous. Hein. C'est Frédéric. Jean-Pierre Mustier, Ah non, d'accord, oui. n'a pas du tout envie de fusionner Unicredit avec Montepaschi. Montepaschi. Et donc du coup, il a perdu sa place. Et, ils ont appuyé, les Italiens ont appuyé sur le eject, sur le siège éjectable. D'accord. Pouf, Oui, mais alors, démissionné. Mais c'est passé par Bruxelles, c'est passé par où? Non, là, c'est... en fait, ils veulent sauver ce qui peut être sauvé. Mustier s'opposant, si vous voulez, les Italiens disent, nous, on est chez nous, donc c'est pas le Français qui va faire la loi dans notre banque, ils l'ont dégagé, voilà. Donc là, vous avez tout le... Vous avez toutes oui, les mais informations. La Montepaschi est toujours en difficulté, alors. Ben, bien sûr, regardez son action. Je crois que c'est 5 centimes. Oui, comme ça. c'est rien du tout. Oui. Non, mais 5 centimes, je ne sais pas si vous imaginez une banque dont l'action est à 5 ou 10 centimes, ou même 1 euro, on s'en fout. Je veux dire, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Catastrophe ambulante. Et qui voudrait racheter le capital de cette entreprise? Bah, attendez, même Unicredit était déjà en bancal, si on peut dire, mais moins bancal. Bancaire bancal. Ouais, c'est-à-dire que dans les banques bancales, en fait, vous avez le banc qui est cassé en 2 morceaux, en 3, en 4, en 6. c'est un peu l'idée, quoi. Et là, c'est ce qu'on a en Italie. Ça, il y a une guerre entre Jean-Pierre Mustier et le reste des Italiens. Hein. Là, vous avez toute la dépêche de Bloomberg. Hein. Voilà. Et si la Montepaschi fait faillite, c'est toute Elle ne peut l'économie. pas faire faillite. Si peut pas la Montepaschi fait faillite, C'est toute la banque italienne qui... c'est tout le système italien qui fait faillite derrière, parce que ça entraîne le bank run, et ensuite, par définition, toute l'Europe. Amen. Donc il faut sauver... Faisons une prière à Sainte Catherine de Sienne, pour laquelle j'ai une grande oui. vénération. Oui. J'ai beaucoup aimé ces dialogues. Non, Oui. Ils sont magnifiques. Hein. Oui, oui. C'est pas dialogue avec un banquier, hein, c'est dialogue Non, non, avec Dieu. oui. Donc, Non, mais vous savez que sa tête
est incorruptible. Son corps était incorruptible. Et on voit d'ailleurs, sa tête est exposée à Sienne, dans la cathédrale. Ouais. Ah oui, par contre, la banque est corruptible, par contre. La banque est corruptible, oui, c'est clair. Mais Mais attendez, vous savez, c'est pas idiot ce que vous dites. Vous savez que la Montepaschi de Sienne, Mais est-ce que je dis des elle choses est née... idiotes Elle est née justement de... Toute l'Europe est venue voir Sainte-Catherine de Sienne, parce qu'elle était environnée comment dire, de surnaturel. Elle vivait des choses extraordinaires, elle était stigmatisée, etc. Et en fait, donc, tout le monde venait à Sienne, donc faisait des dons à Sienne, et Montepaschi, à la base, c'est un mont-piété. Oui, absolument. C'est un mont-piété, on prêtait aux Exactement. pauvres. Oui, C'est la plus ancienne banque au monde. un peu comme le monde-piété C'est un symbole. français. Mais bien sûr, qu'on a- Montepaschi. qu'on appelle ma tante. C'est ma tante, ouais, voilà, c'est sa sœur. Mais je crois que le monde-piété français est plus récent que la Montepaschi. Ouais, oui, Sienne. mais historiquement, si vous voulez, l'Italie, effectivement, a eu beaucoup de mont-piété. Chaque région avait son mont-piété. C'était. Attendez, je vous rappelle que la banque originelle, que ce soit à l'époque de Sumer ou à la Grèce de 6e siècle avant Jésus-Christ, les gens venaient emprunter à la banque centrale qui était dans le temple. Oui, bien sûr. Et si nous, mais bien sûr. Et si Les nous, contrats de remboursement étaient gardés dans le sûr. temple Et si d'Athéna. si nous parlons de monnaie, Ben, c'est aujourd'hui, Moneta. C'est Moneta. La c'est- déesse Moneta. c'est Junon Moneta. Et c'est dans le temple de Junon Moneta qu'on venait faire ses dépôts. D'où la notion de monnaie. La monnaie, une des plus belles pièces, justement, c'est il y a Moneta dessus. Ouais. De Junon Et- Moneta. Et alors, la Montepaschi va mal. D'ailleurs, il y a toute une histoire avec les oies. Oui, du Capitole. Attends, c'est pas rien. Hein. Non. Et les Gaulois. aussi. C'est les Gaulois. justement, c'est contre les Gaulois. Voilà. Voilà. Bon, les Gaulois réfractaires, qui sont venus voler la monnaie. le trésor, et qui ont trésor. triché sur le poids. Voilà. Bon, là, c'est l'histoire. Mais revenons aux banques italiennes. Donc, si la Montepaschi fait faillite, c'est tout le système bancaire européen qui craque. Bon, mais alors, donc, le crédit, la Société Générale, non, c'est le Crédit Agricole qui devait racheter la Montepaschi, non? Ils ont, Mais, il y a eu tous les candidats, vous savez, il y a tous les candidats. Vous savez, un peu, c'est comme quand il y a une fille à marier, vous voyez, vous avez tous les garçons qui défilent, et puis quand ils voient jeune fille. la dot, ils se disent non, on passe notre chemin. Hein, voilà. Tiens, Oui. tiens, je vous donne un exemple, juste puisqu'on est dans les banques en faillite. Regardez la BBVA espagnole. Oui, Les banques espagnoles n'en fusionnent. finissent pas de souffrir et cherchent de l'argent frais dans le monde entier, histoire de remonter le bilan et de ne pas se retrouver avec une capitalisation négative. C'est ainsi qu'elle a soudain décidé de vendre toute sa filiale bancaire américaine à PNC Financial Services, qui va devenir du coup la 5e plus grande banque américaine. Voilà. Les Américains sont en train de tout ramasser. Oui, mais Ils ramassent tout. Malgré tout, toutes ces banques italiennes, espagnoles, même françaises, ne sont pas vraiment rachetées par les anglo-saxons. C'est une affaire de latin, là. Pierre, les banques américaines sont également en difficulté. Vous relevez le cas des 2 banques de prêts immobiliers, Fannie et Freddie Mac, qui ont dû C'est pas vraiment des banques. Non, ce sont des organismes c'est des organismes de prêts semi-publics. immobiliers, voilà, semi-publics qui ont été nationalisés en 2008 parce qu'elles étaient en faillite totale. Ce sont des banques qui ont été mises en place pour garantir justement les risques de non-remboursement. Lorsque M. Bush avait dit que chaque Américain doit posséder sa maison. Voilà. C'est l'équivalent du CCF à l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans. Ou du crédit foncier. Ou du peut-être. crédit foncier. Plutôt. Le Pourquoi crédit foncier de France. Ouais, CFF, pardon, CFF. CFF. Pourquoi elles ont dû demander 280 milliards à l'administration trumpiste? Parce qu'elles pouvaient le faire. Elle continue à payer, parce que les Comme en CDS 2008, continuent. ouais. Oui, Attention, bien sûr, de la crise 2008 court toujours, faut pas mais ça ne servait pas seulement à garantir les prêts immobiliers. Ça servait surtout à titriser. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire Ça les titrisé transformer. Blight Masters, tout ça, c'est vraiment un seul morceau.
Voilà, ça, c'est Et la titrisation. alors, C'est-à-dire que les en titrisant- banques, elles prêtaient. Une fois qu'elles avaient prêté, je sais pas, 100 000 personnes, elles mettaient tous ces prêts dans une boîte, elles les découpaient en tranches. Non, ça c'est risqué, ça c'est moins risqué, ça c'est bon, etc. Et donc elles revendaient tout. Voilà. Ou pardon, ces banques-là rachetaient la totalité. Freddie Mac Voilà, et Freddie Fannie Mac Mae. et Fannie Mae. Et alors, du coup, des créances douteuses circulaient dans le système bancaire sans que l'on sache véritablement si elles étaient fiables ou pas fiables. Ce qui a été une des causes de la crise des fameuses subprimes en 2008. Parce qu'il y avait des prêts toxiques. Plus que toxique, là, c'était nucléaire. Hein. Oui. C'était des déchets nucléaires. Hein. Dans le circuit tout frais. Voilà, tout qui frais. sortaient tout frais. Mais à Hein. l'origine, Fannie Mae et Freddie Mac étaient des organismes semi-publics. Vous voyez, c'était, je pense que nos téléspectateurs le savent. Justement, là, je vous ai parlé de la BBVA. Regardez, une semaine après, la presse a annoncé la fusion entre BBVA et la banque Sabadell. Voilà. Sabadell, vous voulez dire. Sabadell, ouais, clairement. Pardon. Ouais, elle est bonne. Elle est très très bonne. Oui, Sabadell. Et d'ailleurs, même leur contrat a battu de l'aile. Parce que après, le patron, enfin l'un des patrons a dit ouais, vous me payez pas assez, alors que sa banque est en faillite. Non mais les mecs. Ouais. Mais c'est Non, mais vous voyez un peu le truc. toujours comme ça. Ouais. Toujours. Ouais, toujours. vous me payez pas assez. Non, je ne donne pas mon accord et donc ça a capoté. Donc ça a battu de l'aile. Voilà. Donc ça bat de l'aile, c'était clair. Alors attends. La BBVA fusionne avec Banco Sabadell et devinez quoi, la nouvelle entité bancaire ferme immédiatement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que la fusion des deux, qui ne s'est pas faite, hein, mais déjà, ils avaient prévu de fermer immédiatement 1300 agences dans toute l'Espagne et licencier 5000 salariés d'office. Voilà. Donc il y a eu 5000 Espagnols ils ont senti Sur le carreau. le vent du boulet là. Parce qu'ils ont vu Paul Trabaja qui était pas loin. Hein. Mais alors, Putain, mais vous voyez, et c'est la même bien chose sûr. que Crédit Agricole Exactement. et Crédit Agricole. Crédit du Nord et Société Générale. Voilà. C'est la même chose, c'est la même même opération. logique. C'est la même logique. C'est la même oui. logique, Bon, mais systématiquement. alors, maintenant, question. Et j'en ai une autre, pardon. Alors, J'ai la Banco j'allais dire Santander. Santander, oui. Et Diabolo qui restructure à nouveau. Voilà. Donc en Espagne, les banques ne savent plus trop comment cacher leur insolvabilité, sauf en balançant à la presse tous les 10 mois une restructuration. Inconsciemment, ils vous disent, sans même s'en rendre compte, que leur structure s'est effondrée. Qui dit restructuration, ça veut dire que la structure ne tient plus. Hein. Alors je m'intéresse Voilà, quand ils même sont morts. à Et alors, juste, je termine là-dessus. Ils ont fermé 400 bureaux. Santander, ils ont fermé 400 agences. Voilà. Et 150 autres n'ouvriront que 2 jours par semaine. Oui, c'est la tendance actuelle d'ailleurs. Partout, dans les banques. Ouais, non, mais c'est de la folie furieuse, quoi. C'est vraiment de la folie furieuse. Voilà. Elle va se débarrasser de 2000 personnes. Voilà. Santander, en fait, au total, entre septembre 2020 et le 2019, Santander a fermé 714 bureaux, soit 20% du total. Vous imaginez ? C'est énorme. C'est énorme. C'est de la folie furieuse. Et la Société Générale avait annoncé le licenciement de 700 personnes, et la Lloyds Bank 1070. Voilà. Alors, nous allons faire une première pause sur ces licenciements, hélas. Je vous poserai la question que je veux absolument vous poser sur la Société Générale qui rachète le Crédit du Nord, très bien. Oui, mais je croyais qu'elle était en grande difficulté. Alors, vous me direz, c'est le signe de la difficulté. Mais il y a un autre signe de la difficulté, c'est que son président vient d'avoir la Légion d'honneur. Nous allons en parler après la pause. Félicitations à M. Oudéa. Voilà. Nous venons de voir que le président de la Société Générale vient d'être décoré de la Légion d'honneur. Oui, félicitations à M. Oudéa. Oui. Franchement, oui, parce que là, c'est tout frais. Il est décoré en même temps que Karine Lacombe.
Ah oui. Donc ça vous donne... Oui. Voilà. Mais le président de BlackRock France avait reçu aussi la Légion d'honneur. Oui, non, mais là, en plus, vous avez, il y a aussi des banquiers de la BNP, des banquiers de la Banque de France, etc. Alors, certains banquiers, ça sent les remerciements d'usage. Oui, ce qu'on appelle les renvois d'ascenseurs. Ça s'appelle les renvois d'ascenseurs, soit pour Bercy, soit pour la DGSE. Voilà, en général, c'est plutôt ça. Mais en ce qui concerne M. Oudéa, c'est quand même absolument extraordinaire, parce que c'est la banque la plus en faillite aujourd'hui. Officiellement, parce que c'est celle qui est cotée. La banque postale n'est pas cotée, je rappelle. Bah oui, bien sûr. Et Société Générale, c'est quand même gravissime. Société Générale est le cancéreux à qui il ne reste que la peau sur les os et devrait être déclaré en faillite. C'est ce qu'a écrit Jean-Pierre Chevalier. Non, ça c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est Jean-Pierre Chevalier qui a analysé le dernier bilan de la Société Générale et a donné une crise cardiaque à Bruno Le Maire, vu que la banque n'est plus qu'un cancéreux, effectivement, à qui il ne reste que la peau sur les os. Alors, voici ce qu'il dit, écoutez bien. Voilà, j'allais vous le dire. Société Générale aurait déjà dû être déclarée en faillite car les pertes potentielles non provisionnées sur les prêts qu'elle a octroyés à ses clients sont supérieures au montant de ses capitaux propres à cause de cette histoire de coronavirus. Voilà. Fin 19, ces pertes potentielles étaient de l'ordre de 45 milliards d'euros. Et Andrea Enria, président du conseil de la surveillance de la BCE, les évolue globalement à 3 fois leur montant fin 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Société Générale aurait dû provisionner 90 milliards d'euros supplémentaires en 2020, c'est-à-dire autant de pertes car ses bénéfices publiés sont faibles. Avec 45 milliards de capitaux propres tangibles, la Générale aurait dû donc être déclarée en faillite. Voilà. Les banksters de la Générale viennent enfin de publier leurs chiffres de ces NPL, 50 milliards d'euros, créance en étape 2, voilà. Et enfin bon, bref, Société Générale est morte. Voilà. Ça rejoint cette déclaration de Jean-Pierre Chevalier qu'on a évoquée tout à l'heure. Les banksters de la BCE viennent de franchir vendredi 18 décembre la barre des 7 000 milliards d'euros pour que leurs homologues, les banksters des banques dites commerciales, puissent ne pas faire faillite tout de suite. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Chevalier dit qu'ils ont été sauvés, que même le bilan de la BCE a été sauvé par un apport de 80 milliards venant d'un pays producteur de pétrole. Oui, par des non-résidents. Non-résidents, voilà. Non, je pense que c'est plus que 80 milliards. Il me semble 400, pardon. C'est 400 milliards. Ouais, c'est beaucoup plus. C'est même beaucoup plus. Ça s'est ajouté, en fait, à ce qu'il y a déjà. Donc, en bonne logique, vous nous dites que la Société Générale est en faillite, et on sait que, par ailleurs, la BCE rachète les actifs des banques pour leur injecter donc des liquidités. Donc, logiquement, elle ne devrait pas être en faillite, mais à l'autre bout de la chaîne, on s'aperçoit que la BCE elle-même manque de liquidités et se fait payer les liquidités par les pays du Golfe. Alors, j'imagine qu'il y a eu des contreparties pour ces liquidités. Ben, c'est ce que dit Jean-Pierre, mais c'est logique. Il y a eu des contreparties. Sans espoir de forte rémunération, mais indubitablement avec des contreparties occultes, mais bien réelles. Alors, pour vous donner une idée, regardez... C'est quoi les contreparties? C'est des montres Non, pas vraiment. Non, c'est permettre... Non, par exemple, c'est permettre... c'est que l'Europe permette l'ouverture de comment dire... de marchés, oui. Non, mais surtout de places religieuses destinées à l'islam, etc., etc. C'est ce qu'avait exigé l'Arabie Saoudite de Mitterrand, lorsque Mitterrand était en faillite en 1982 ou 1983. Jacques Attali, exactement. Exactement. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que vous avez vu apparaître Touche pas à mon pote, je vous rappelle. Oui. Tout ça est arrivé en même temps. Corrélé, en tout cas. Et il y a une... Plus que corrélé. Ça avait déjà commencé dans les années 70 avec le premier choc pétrolier. Comment avoir du pétrole moins cher, justement en faisant plus de... Oui, mais c'est surtout en 1982 ou 83 que ça s'est passé. C'est à partir de là, si vous voulez, que les Saoudiens ont commencé, ou les Koweïtis, etc. Parce que on est allé faire la Manche un peu partout avec tous les pays pétroliers, quoi. Puis en 91, on est allé sauver le Koweït. Oui, on est allé sauver le Koweït, oui, bien sûr. Voilà. Jean-Pierre Chevalier a mis un autre papier. Alors là, c'était effectivement mi-novembre. Il dit, alors sur la BNP, à titre de comparaison, le PIB
courant annuel de la France, c'était de 2355 milliards d'euros, c'est ça, c'est-à-dire 2 trilliards, ouais. au troisième trimestre. Les actifs de la BNP correspondent à 110% de ce PIB. Oui, c'est ça, oui. Ils ont augmenté considérablement par rapport à 19. Les Américains ont peur de leurs big banks too big to fail, mais BNP ne fait pas peur aux Français qui ne comprennent rien aux problèmes financiers et bancaires élémentaires. Oui, mais est-ce que seulement nos compatriotes savent que la taille de bilan de la BNP est supérieure au PIB? Moi, nous ne sommes tués à le dire à cette antenne, mais en dehors de ça, personne ne le dit. Mais qu'on se rassure, il y a 2350 milliards de PIB, 2450 milliards de taille de bilan pour la BNP et 2800 milliards de dettes. Mais tout ça, Bruxelles, vous le rappelez, Pierre, dans votre revue de presse, nous prépare à la faillite des grandes banques. C'est ce que vous expliquez, c'est dans le quotidien Les Échos, le journal économique. Les autorités européennes appellent les banques à se préparer au pire. Le régulateur bancaire européen redoute que les impayés explosent l'an prochain avec l'arrêt des mesures de soutien à l'économie et plombe les bilans des banques pour éviter que celles-ci ne ferment le robinet du crédit. La Commission européenne prépare un dispositif de bad banks. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, les bad banks? Les bad banks, si vous voulez, c'est une banque dans laquelle on transfère tous les prêts qui ne seront pas remboursés. C'est aussi simple que ça. Ouais, C'est une tous les poubelle. prêts toxiques. C'est une poubelle. C'est par exemple, c'est le résultat, c'est ce qu'a fait l'Espagne avec la Bankia. La Bankia, donc il y a toutes les banques espagnoles on va dire, ont transféré dans la Bankia, qui elle-même est la fusion d'une banque en faillite, etc. Et qui, à nouveau, aujourd'hui, est en faillite malgré toutes les aides. On en a parlé ensemble Oui, avec Olivier déjà, il y a à peu déjà. près 6 mois ou 8 mois, je m'en souviens très bien, et qui était en faillite à nouveau. C'est-à-dire la Bankia est en faillite à nouveau malgré les aides. Tout l'argent pris des impôts des Espagnols et malgré tout l'argent pris de Bruxelles, de l'impôt des Européens pour sauver ces banques pourries. Voilà. En fait, c'est reculer pour mieux sauter. C'est comme ça que ça devrait s'appeler cette banque, c'est reculer pour mieux sauter. Mais si je puis me permettre. Malgré tout, Voilà. C'est ça bad une bank. bad bank. Oui, mais C'est une arnaque, en fait. C'est C'est une il y a arnaque. des gens qui ne seront pas payés. Il y a des épargnants Bah oui, c'est qui clair. sont floués. Il faut quand même le rappeler. Ah ben oui, donc on est tout à fait d'accord. Mais Pierre, juste ce que vous avez lu là, parce que tout ça, il faut le traduire, si vous voulez. Les banquiers ont un code. Je vous le demande. Voilà. Les banquiers ont un langage, traduisez. ils ont un code, ils ont un langage qui est très précis, qui est très policé. Il n'y a jamais, une virgule plus haute que l'autre. Hein. Si une banque est en faillite, on ne le dit pas. On dit qu'elle a des petits soucis de fin de mois, Ou qu'elle va fusionner. qu'elle doit fusionner. Hein. La On doit planche à billets supprimer n'existe pas. Quelques postes de salaire. Voilà. Et donc, en fait, si vous traduisez en langage normal, c'est tous aux abris. Non, mais voilà. C'est tous aux abris. Sauf qu'il peut. Ben, c'est sauf qui peut. Hein, c'est ça. C'est PNC aux portes. Hein. Vérifiez la porte opposée, préparez-vous à sauter. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, C'est un monde, si vous voulez, les banquiers n'ont absolument pas l'habitude des confrontations, des affrontements. C'est très très rare dans le milieu de la banque. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'accrochage. c'est feutré. C'est très feutré. Ils ne sont pas condamnés déjà, quoi. Oui, déjà. Puis la moquette, elle épaisse comme ça. Donc, Oui, et les portes. Vous avez vu les portes capitonnées. Oui, et puis vous avez des feux rouges devant les portes. Vous avez le feu rouge et le feu vert. Donc vous avez la double porte capitonnée. Voilà. Non mais c'est très très impressionnant. Donc c'est ça que ça veut dire. Vous paraissez impressionné. Oui, non, j'ai toujours aimé les portes capitonnées. J'ai trouvé ça. Quand j'allais interviewer des ministres, c'était à se rouler dessus, vraiment, à se rouler par terre tellement c'était drôle avec le tapis devant la porte, mais capitonnée. Attention, c'est comme ça. Hein, et la lumière en haut, quoi, rouge, bleu, vert, on se croirait sur une autoroute, quoi. Enfin, très, très, vraiment impressionnant. Et ça montrait l'importance de la personne, etc. Sure. Voilà. Alors, l'année 2021 s'annonce quand même Ah mais c'est chaud. terrible. Non mais l'année 2021, moi j'ai eu à l'occasion de la présentation des vœux sur la revue de presse, moi j'invite nos spectateurs à vérifier, moi je les encourage là pour le coup, et d'ailleurs on a deux leçons d'économie, une par votre ami Jeffrey Epstein,
Oui. et une autre Et par l'autre notre par ami Bill Bill Gates. Gates. Bill Gates, qui, voilà. depuis des années, donne des conférences dans le monde entier sur l'importance de l'écologie, de l'environnement. Du mais carbone, qui de votre empreinte dispose carbone. de Quatre deux jets. jets bombardiers, d'un Cessna hydravion, d'une série Un Streamjet, ouais. d'hélicoptères. Voilà. 2 C'est-à-dire Streamjet, que 4 il hélicoptères. va nous- Et le mec vous donne des leçons quoi, en Sur le disant vous CO2. polluez trop. Quoi. J'adore. Ouais. Et il y va en avion. Oui, c'est- Non, parce que moi, c'est sur mes billets Leonardo SNCF et DiCaprio vous aussi, fait hein, vous avez pareil. vu sur votre Oui, billet oui, SNCF, oui. hein, il y a Attendez. votre empreinte carbone est 2. Attention. Alors, sur mes billets SNCF, il y a votre empreinte carbone, mais en Norvège ou en Suède, et je crois que c'est dans un pays scandinave, il y a certains distributeurs de cartes de crédit qui, lorsque vous actionnez votre carte de crédit, vous disent vous avez atteint votre bilan carbone Oui, c'est ce qu'ils veulent. C'est le chantage. C'est le à la chantage au pollution, carbone. ouais. au CO2. Oui, bien sûr. Mais c'est tout va extraordinaire, ensemble. Hein. N'oubliez pas, Bill Gates. Oui, il y a plusieurs chantages, il y a plusieurs formes de Ouais, chantage. exactement. Non, mais attendez, Bill Gates donnait déjà des conférences il y a 10 ans. On a là une d'un journal irlandais, un quotidien, hein, qui disait on va réduire la population, Bill Gates, ouvrez les guillemets, 15%. réduction de la population de 15% via la réduction des émissions de carbone. Autrement dit, comment et par la vaccination. C'est-à-dire que pour baisser les émissions de carbone, on va vacciner les gens, ça va les rendre stériles, et du coup, on baisse la population de 15%. Ah oui, ils vont pas se reproduire. Donc, le carbone baisse également, et là, mais attendez, la planète... C'est ce qu'il a dit. Vous êtes sûr parce que Mais c'est sur ma revue de presse, j'ai même la photo je du vous journal. crois, Mais mon on va cher le voir, Pierre. tiens, on va le voir derrière nous. Voilà. Je vous crois, mon cher Pierre, mais c'est tellement énorme que j'ai quelques doutes quand même. Non mais attends, C'est- non, parce que- c'est pas énorme, parce que Attendez. vous le suivez pas, moi je le suis depuis des années. Alors, il y a une chose, il y a une chose, c'est quand même que si on fait des vaccins, d'abord, on vaccine les plus âgés. Donc ceux-là, si on les stérilise, de toute façon, ils n'étaient pas destinés à C'est se ce que reproduire. disait Jacques Attali. Et Jacques Attali a dit à plusieurs reprises, vous avez plus de 65 ans, vous ne servez à rien, vous coûtez trop cher, on ferait mieux de se débarrasser de vous. Bon, Mais oui, je rappelle mais- que Jacques Attali a lui aussi plus de 65 ans aujourd'hui, et ça serait bien s'il se vaccine en premier d'ailleurs. Avec le Pfizer là, parce que j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait déjà 5 morts avec le Pfizer en France. Mais on avait dit qu'on n'avait pas le droit de parler de vaccin, c'est ça? Oui, et puis on peut ne pas souhaiter la mort des gens non plus. Oh, oui, ça. Non mais j'ai rien dit moi. Non mais j'ai simplement Bon. demandé à Jacques Alors, Attali qui se autre. vaccine devant nous avec le Pfizer. Autre conséquence dramatique pour l'année à venir, là, le fait que le manque à gagner sur les loyers aux États-Unis s'élève maintenant, enfin c'était mi-décembre, à 70 milliards. Vous estimez en Europe qu'il est autour Voilà, de même chose. 30 milliards d'euros de loyers impayés, particuliers, entreprises. Non, ça doit être la même chose si vous voulez. Si vous prenez la population, aux États-Unis, ils sont 360 millions Oui, c'est ça, de têtes. On peut en En conclure Europe, qu'en on est à Europe, c'est la 500. moitié, Oui. la somme qu'ils ont, On est 30 à milliards. 500 millions. On est à 500 millions. Je dirais 30 milliards. qu'on est à égalité. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le journal. C'est Mais Bloomberg, je votre pense- source, c'est Bloomberg. C'est Bloomberg, Ouais. voilà. Je pense, si vous voulez, qu'on est à le même. Et d'ailleurs, les prix des loyers à Paris, de bureaux, ont sérieusement baissé hein, déjà. Et Bah. puis, il y a personne n'en veut. Hein. Mais à cause Oui, du parce qu'ils se télétravail. ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de louer autant de places puisque les gens Et surtout, peuvent les travailler gens chez eux. télétravaillent, exactement. Oui, le télétravail, oui. C'est le... Et ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Oui, parce que le 2021 va être une catastrophe. Et je dis à tous ceux qui ont de l'épargne, qui ont des sous sur leur banque, j'ai écouté, vous avez 10 000 euros qui traînent quelque part. Alors, vous achetez de l'or, ensuite, vous faites un quart. Voilà, de l'or, des actions, du terrain et de l'immobilier. Voilà. Oui. Vous faites des placements comme ça en SCPI ou je sais pas Mais- quoi. Voilà. C'est de l'immobilier pour vous, hein, pas pour ou alors à louer des studios. Voilà. C'est le seul truc qui fonctionne. Parce que la tendance aujourd'hui, effectivement, c'est que plus personne ne veut des grandes surfaces de bureaux. Tout le monde revient sur des 50-60 mètres carrés. Voilà. Ça, c'est le plus recherché en ce moment. Et même Ça va les être supermarchés, une catastrophe. même la grande taille des hypermarchés est entrée en régression aujourd'hui. Le modèle hypermarché est en régression, lui aussi. C'est quand même un phénomène intéressant, ça. Écoutez, c'est la fin de beaucoup de choses. Vous savez, c'est la fin de beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit, aussi bien à nos spectateurs que ma boussole, depuis très très longtemps, depuis 30 ans, c'est IBM. IBM, parce que c'est une société de haute technologie, et IBM a pris
comment dire, le virage ultralibéral. C'est-à-dire qu'ils ont remis en place l'esclavage. Ils ont viré tous les ingénieurs en France, en Allemagne, en Angleterre pour les remplacer par des Indiens qui leur coûtaient 3 carottes et 2 navets. Mais aujourd'hui, IBM n'existe plus. C'est-à-dire que c'est la fin du libéralisme. Nous allons avoir un retour de bâton, mais absolument phénoménal. Un peu exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Rappelez-vous, on avait fait une émission ensemble sur le livre. Regardez, IBM licencie 40 000 salariés de plus pour mieux payer ses actionnaires. Voilà. 40 000. Il licencie 40 000 personnes de plus. Bientôt, il n'y aura plus personne. Pardon ? Licenciement boursier. Pas que. Pas que. Pas seulement. Non, pas que. C'est une catastrophe. C'est véritablement une catastrophe. S'y met aussi. Le pape François demande aux catholiques du monde entier de prier pour que la robotique et l'intelligence artificielle servent toujours l'humanité. Ouais, oui, il demande à ce que le pape... Il est fou ce pape. Il demande à ce qu'on prie pour notre cafetière, pour notre réveil matin, pour notre PC. J'ai toujours dit que ce pape était fou, que c'était un traître, mais là on a la preuve. Hein. En tout cas, d'ailleurs, il a signé un contrat avec les libéraux. Ça, c'est vous l'avez, intéressant. ça ? Il a été présenté par Klaus Schwab à une banquière. J'ai la photo. Vous Elle avez est sur la revue publié, de presse. vous avez va la voir publié la derrière photo. nous. Mais je remercie mon lecteur d'ailleurs qui y était. Oui. Alors, qu'est-ce qui était en jeu dans cette affaire ? Changement de banque pour le Vatican Attendez, le Vatican, aujourd'hui, ils sont très très mal financièrement. Hein. Ils sont très 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 mal. Hein. D'abord, avec toutes les affaires de pédophilie, ça leur a coûté un bras, même deux. Mais il n'y a pas que le bras d'ailleurs, si je peux me permettre. Non, mais je suis très sérieux. Et donc, le Vatican, aujourd'hui, financièrement, est très mal. Qui est le plus grand financier ? Où se trouvent toutes les actions, toutes les possessions du Vatican ? Du moins la majorité, se trouve dans une société qui se trouve à Londres et qui elle-même se trouve au siège de la JP Morgan à New York. C'est drôle. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, le pape a intérêt effectivement à suivre, à obéir comme un caniche à tout ce que dit effectivement l'Institut Rockefeller, Bill Gates, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il vous a dit d'accueillir des migrants chez vous, musulmans, je précise. Il dit à tout le monde de se faire vacciner. Il dit que tous ceux qui ne se font pas vacciner sont des criminels, je résume. Et que si vous voyagez, si vous allez plus loin que votre domicile, vous êtes un pécheur. Enfin bon, mais mêle-toi de tes fesses, mon François. Excuse-moi. Non mais, attendez, il est censé s'occuper de la vie spirituelle des gens, pas de la vie de tous les jours. En effet, c'est ce qu'on avait compris. On est d'accord. On s'étonne, en effet, et le contraste est saisissant avec un pape comme Benoît XVI ou Jean-Paul II. Mais il faut allier. Non, mais ce pape est un traître, c'est gravissime. Alors, D'ailleurs, il a demandé, vous savez quoi ? Il a même prêché pour une Europe laïque. Oui, c'est ce qu'on a vu, oui. Non, une Europe laïque. Non, il a dit exactement... si j'étais pape... Ouais, d'ailleurs, je le suis, je vous rappelle. Vous êtes pas oui, en effet, oui. Non, mais si j'étais... Attends, n'importe quoi. Dit... Je suis pape, d'accord ? À Rome, ok ? Ce que mon objectif serait effectivement de partager, ma passion pour les anges, pour le Christ, pour la foi catholique, avec le plus grand nombre, et est-ce qu'ils reviennent à l'Église catholique ? Est-ce qu'il y a des gens dans les églises et à me battre contre ces enfoirés politiques qui interdisent aux gens d'aller prier dans les églises. Mais ou est-ce que aller aux Jésus messes. n'a pas lui aussi dit tu respecteras les institutions, rends à Dieu ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Non, mais là, il parlait monétaire. Là, c'était. N'oubliez pas. Du temporel et du spirituel. Mais justement. Mais justement. Il s'occupe du temporel. Il sépare la monnaie. Il faut rendre à monnaie. Parce que n'oubliez pas, quand il dit qu'il faut rendre à César, il parle de monnaie. Oui, il désigne la pièce sur laquelle il y a César. César, bien sûr. Voilà, mais c'est pas du tout ce qu'il fait. Non, au contraire. C'est pas du tout ce qu'il fait. Il s'occupe de tout, le machin, il intervient dans les affaires, les migrants, les bateaux, la politique italienne. Complètement à la ramasse. C'est une nouvelle version du césaropapisme. Non, mais c'est très très grave ce qu'il est en train de faire parce que effectivement, là, il est en train d'achever l'Église, quoi. Là, c'est ce que Héloïse Benamou relève en parlant du forum de Davos qui sera organisé du 13 au 16 mai à Singapour, la mise à mort du taux Libor. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre Jovanovic ? Le Libor. Elle en a parlé, oui, je crois, dans cette émission, donc alors, je ne sais pas s'il faut revenir dessus. Disons que le taux Libor
qui était fixé à Londres, donc qui était Voilà. le taux directeur qui servait à toutes les banques pour paramétrer les prêts, que ce soit immobilier pour la voiture, etc. Ce taux Libor, on l'a vu en 2007, il a été truandé Oui. par des ententes. Hein, il y a eu des condamnations, hein, il y a même quelques qui sont allés en prison. Pourquoi ils ont truandé le taux Libor? Pour ne pas déclencher les CDS. Voilà. C'est-à-dire qu'ils Les ont essayé crédits default swap, oui. Voilà. L'effondrement de Wall Street aurait dû avoir lieu en 2005 ou en 2006. Mais à force, ils ont truandé le taux Libor. Et donc maintenant, ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut supprimer le taux Libor. Bon, je ne sais pas si ça va grand-chose. de référence. Non, Oui. mais tout le monde Ils n'a vont pas prendre un regardé autre l'émission, indice. avec Non, mais ils vont. avec Mais Eric justement, mais c'est Benamou, pas ça. donc c'est bien de Ils vont le prendre rappeler. un autre indice. Alors, Oui, je sais plus quel est là. Améribor. Ça va être un Ils indice appellent qui va être donné par la l'Améribor. Fed. Ouais, C'est voilà. l'Améribor. Ouais, voilà. Alors, Qui va évidemment, tout aussi truander. D'ailleurs, justement, pourquoi il va être truandé? C'est très simple. J'ai vu dans les premières nominations du gouvernement de Joe Biden, j'ai vu qu'il a nommé à la tête du gendarme de New York, la SEC, une vieille connaissance à moi, qui s'appelle Gary Gensler, qui est celui qui a, protégé toute l'escroquerie des CDS, la totale. Surtout qui a protégé, qui a fait semblant de ne pas voir la manipulation du cours de l'or et de l'argent par les banquiers de la JP Morgan, entre autres, la manipulation du taux Libor, la manipulation des actions des devises, et j'en passe et des meilleurs. Depuis, il y a eu quand même des gens il y a eu quand même une trentaine de procès, donc il y a eu quand même des gens qui ont été mis en prison, donc ça a été effectif, les tribunaux américains le reconnaissent. Mais quand Gary Gensler était au pouvoir à la SEC? Non, pas à la SEC, lui il était à la CFTC. CFTC, c'est ceux qui pilotent le gendarme du marché des matières premières. C'est-à-dire toutes les ventes à terme. D'accord. Tout ce qui est à terme. Hein, CFTC, c'est très spécial. Moi, j'avais interviewé Brooks Leborn, Madame Brooks Leborn, qui était la grande patronne de la CFTC, pour le livre Blight. Et Brooks Leborn a démissionné parce que les banquiers 13 banquiers ont débarqué dans le bureau de M. Bush en disant il y a une folle dingue, elle veut nous faire la peau, elle nous empêche de truander ce qu'on veut truander. Pour les États-Unis, pour le dollar, c'est vachement important, il faut la virer. Et Clinton, effectivement, l'a viré. Voilà, du jour au lendemain. Et remplacé, par Gary Gensler. Voilà. Alors, et donc ce type, alors je peux vous dire que là, il va fermer les yeux sur tout. Ça va être un festival d'escroquerie monumental à partir de demain. Mais alors, à partir du 21 janvier, voilà. les grandes escroqueries vont commencer. Voilà. Alors, justement, vous avez évoqué la SEC, Security and Exchange Commission, c'est-à-dire l'équivalent de l'autorité des marchés financiers. Bon, elle, qu'est-ce qu'elle va faire, cette autorité des marchés financiers, dans cette perspective? Elle va suivre ou elle va... Non, mais c'est ce que je vous dis. Il va pas du tout suivre. Voilà, de temps en temps, il va jeter, il y aura une petite affaire comme ça en pâture aux médias pour montrer qu'il sert à quelque chose, quoi. Mais les grosses affaires, il va pas les faire. Madoff. Combien de fois Madoff a été signalé? C'est ça. Combien de fois? 5 fois. 5 fois, il y a même un avocat qui a montré toute l'étendue du détail. Le mec, non, touche pas à Madoff. Incroyable. Et d'ailleurs, les mecs de la SEC démissionnaient pour aller travailler avec Madoff. Évidemment. C'est ça qu'il faut. Et alors, question, on a vu que Mme Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Fed, est pressentie pour être secrétaire d'État au Trésor. Oui, tout à fait. Bon, elle avait commencé largement le quantitative easing. Bon, elle n'a fait que continuer. Oui. Elle n'a fait que continuer. C'était commencé avant. Avec Ben Bernanke. Ben Bernanke qui ne se souvenait pas à qui il avait donné l'argent. Rappelez-vous cette fameuse audition devant les sénateurs américains. Je me souviens pas. That helps bring down interest rates in the global market for dollars. And meanwhile, we're not lending to those banks, we're lending to the central bank. The central bank is responsible for repaying us. So who got the money? To financial institutions in Europe and other countries. Which ones? I don't know. Premier amendement, ou je sais pas, où ils ont le droit. Je me souviens pas. En fait, il avait sauvé la BNP, il avait sauvé la Société Générale,
déjà à l'époque, mais pas que. Il avait sauvé des banques européennes. Nous sommes à la merci, aujourd'hui, notre système bancaire est à la merci des Américains. Il faut le dire clairement. Autre chose. Vous n'étiez pas d'accord avec moi lorsque je vous en ai parlé hors micro. Est-ce que les dépenses que va provoquer M. Biden, parce que c'est de la social-démocratie, il va dépenser, accorder des droits à toutes les minorités, moyennant finance, il va rentrer de nouveau dans les accords de Paris, bref, faire le contraire de Bush. Est-ce que tout ceci ne devrait... Trump. Pardon, Trump, excusez-moi. Merci. Et est-ce que tout ceci ne devrait pas, car ça commence à se sentir, on voit les taux d'intérêt qui remontent légèrement, notamment sur les obligations. Est-ce que ce que les économistes attendent avec terreur et parfois impatience, parce qu'un peu d'inflation serait nécessaire. Non, mais attendez, non, franchement. Non. Attendez, déjà la première chose qu'il avait... Attendez, vous savez qu'il va donner la carte verte à 11 millions d'illégaux. Oui. Déjà, je peux vous dire ça, que les c'est un Américains normaux, ils l'ont comme ça. Les Américains normaux, blancs ou noirs, mais celui qui a un travail, celui qui... et du jour au lendemain, vous avez 11 millions d'Américains en plus. Enfin, je résume. Ben oui, mais justement, ça a un coût, ça. Oui, ça a un coût. Implique. Oui, non, ils vont pas créer des richesses, hein, c'est clair. Ça a un coût. Par conséquent, ça va probablement faire douter les milieux financiers sur le dollar baisse. C'est pour Pendant ça que le peut-être que... Bitcoin monte. Pierre, Est-ce vous que- avez mis en avant le fait que cet État américain, c'est la Caroline du Sud, qui désormais accepte l'or et l'argent comme une vraie monnaie. Oui, on a déjà, je sais pas, au 5e, 6e État qui accepte pour payer les impôts Oui. locaux vous venez avec vos pièces d'or et mais- et vous pouvez payer, vous n'avez pas Donc, besoin de venir avec des billets, c'est ça qui est Oui, extraordinaire. mais ça va faire baisser le Comme dollar. avant ça. 71. Comme avant, même bien avant d'ailleurs. même bien avant. Avant Roosevelt. Hein, moi, je rappelle que dans les années 60, toutes les pièces, certaines pièces, les 1 dollar ou les 50 cents américaines, elles étaient en argent. Comme l'étaient nos semeuses, francs, ouais. les semeuses françaises, elles étaient en argent. La teneur était de 75 ou 70, je ne sais plus. Mais je reviens à Elles n'étaient pas. 50. Mais les 50 Hercule, elles sont à 100, à 99 ou. Oui. Et là, vous D'accord. pouvez payer en argent. Oui, mais je reviens à mon idée première. Oui. Est-ce que tout ça va faire baisser le dollar? C'est logique. Puisque le bitcoin et les monnaies sont plus prisées que le dollar baisse. Actuellement, il baisse. Bon, est-ce que tout ceci ne devrait pas nous faire une remontée des taux d'intérêt? Écoutez, franchement, je veux dire une chose, on s'en moque des taux d'intérêt. Vous avez deux indicateurs. Oui, mais ça fait exploser. Non. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez deux indicateurs aujourd'hui. Vous avez, au Japon, ils fabriquent de la fausse monnaie, Oui, à plus ça- savoir quoi en faire. En Europe, ils fabriquent de la fausse monnaie, à plus savoir quoi en faire. Aux États-Unis, on va dire que ils en fabriquent aussi, hein, même si Jean-Pierre n'est pas d'accord, peu importe. On va dire qu'une partie est bonne et l'autre pas. Mais simplifions les choses. Aujourd'hui, le Bitcoin a dépassé, Oui. il a baissé un peu, mais il a dépassé, il est arrivé aux 40 000, là, d'accord. C'est quand même extrêmement indicateur, surtout que tous les hedge funds américains, maintenant, s'y mettent. Ah oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont tous... Que vous le vouliez ou non, la montée du Bitcoin est un indicateur d'une pression absolument phénoménale sur le système financier. Oui, c'est ça. Et je peux vous dire que Joe Biden, peu importe ce qui va se passer, déjà sa santé mentale, elle n'était pas très nette, hein, on l'a vu pendant la campagne, donc on ne sait pas combien de temps il va tenir. Et je peux vous dire d'ores et déjà que le pouvoir, c'est pas ni lui ni Kamala Harris qui vont. C'est le deep state qui revient. Quoi, Exactement. Là, ils sont logique. Ouais. Logique. Vous évoquez aussi le Japon, Pierre. Pourquoi la Bank of Japan a vendu pour 80 tonnes de son or pour un montant de presque 5 milliards de dollars? Alors, on a l'impression, si vous voulez, que les Japonais ont du mal, à placer. Je pense surtout que le fait qu'ils aient vendu leur or répondait en fait à une demande express des Américains qui n'arrivaient pas à fournir l'or à un client.
ou un pays. Parce que c'est tellement inhabituel, si vous voulez, comme mouvement. Et là aussi, ça vous prouve, Bitcoin plus ça vous montre qu'il y a des tensions. Il y a une autre dépêche, parce que j'ai beaucoup parlé d'or. Je ne sais pas si vous les avez Mais vous vus, parlez ça. d'or, c'est bien connu. Ils sont là. Tiens, regardez. À propos de l'or, voilà, on dirait que son. Attends, parce que 80 tonnes, c'est quand même pas rien. Hein. Ensuite, vous avez. L'or. Alors, je le trouve pas, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Japon a vendu son or, oui, d'accord. Bon, un État américain qui accepte l'or et l'argent, l'État de Caroline. Vous avez par exemple cette vente de pièces. On a déjà parlé Ah oui, d'une oui, pièce. oui, j'ai vu dans votre presse, voilà. oui. Une pièce, somme toute, bon, on va dire rare, mais bon, elle n'a rien d'exceptionnel, qui arrive. Alors, Ah oui, je sais Oliver pas si vous- Cromwell. d'Oliver Cromwell. C'est quoi le prix Elle est montée à combien 150 000. 150 Ah non, 000. voilà, ça y est, j'ai trouvé. La pièce d'or à 150 000 euros et surtout des mines d'or qui n'existent pas, mais qui exportent. C'est-à-dire que, et ça c'est typique, par exemple, au Bahreïn. Voilà. attendez. C'est Middle East rapporte que Dubaï, est devenue l'une des Oui. plus grandes lessiveuses de lingots d'or sales, j'adore, au monde. L'or est devenu si important pour l'économie de Dubaï qu'il constitue le poste le plus important du commerce extérieur de l'Émirat. Devant les téléphones portables, les bijoux, les produits pétroliers, les diamants, selon les douanes de Dubaï. Sauf qu'il n'y a pas de mine d'or. Oui, mais alors, ils achètent de l'or ou ils en vendent? Ils blanchissent. Blanchissent. Ah oui, d'accord. Ça existe, l'or blanc. Oui, ça existe. Oui. Oui, ça existe, bien sûr, ça existe. Non mais, vous voyez, c'est-à-dire que là, vous avez une preuve de plus, si vous voulez, que le monde entier commence à se défaire du dollar progressivement et mettre tout dans l'or. Je veux dire, comment voulez-vous que le Enfin, Dubaï l'or pour- devienne un exportateur d'or? C'est quand Pierre, même énorme. l'or pour ceux qui ont de l'argent, mais la Goldman Sachs a déclaré que le revenu universel émise par l'ultra-gauche démocrate était une bonne idée. Ah oui, oui, bah ça Et d'ailleurs, permet... c'est ce qu'apprend Julia Cagé, prof d'économie à Sciences Po, à ses élèves. Oui, j'ai vu l'interview de Julia Julia Cagé, Cagé sur conseillère de Thinkerview. Benoît Hamon. J'étais mort de rire quand je pense que cette fille enseigne à Sciences Po. Attends, mais ça se tapait avec la tête contre les murs, quoi. Je n'arrive Mais- pas à comprendre le revenu universel. Mais c'est toute l'extrême gauche qui veut ça. Oui, bien sûr. C'est l'extrême gauche, en fait, ça permet, on paye les gens à rien faire. C'est Mais- absolument grandiose. Fillon et Kosciusko-Morizet en avaient aussi parlé lors de leur campagne en 2017. D'autres encore. En effet, son nom, il y a Benoît Hamon. Oui, Benoît Hamon, ouais, en Mais, 2017, ouais. mais à droite aussi, il y a des hommes Mélenchon politiques. Non, il n'y en a pas trop. à Mais droite, c'était non, quand pas même trop. Si, il y avait- une idée à la base, c'était pas le libéral Milton Friedman qui avait mis en place cette théorie du revenu Non, universel. non. C'est quelque chose de très ancien, puisque déjà, on en parle, même Marx en parlait. Déjà. Pas sous cette forme-là. Il en parlait parce qu'il voyait bien qu'il y avait un nombre de travailleurs surnuméraires à qui il fallait assurer ce que j'ai appelé dans une précédente émission l'aumône du grand reset. Oui, mais d'ailleurs, dans le Grand Reset, justement, le Davos, eux-mêmes sont... alors, eux vont beaucoup plus loin. Oui, bien sûr. Mais ils vont dans le sens de Goldman Sachs, hein, ils travaillent ensemble, hein, ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire, eux, ils disent clairement, en fait, on vous propose le revenu universel, mais en échange, vous ne posséderez rien. Ouais, c'est prends 1000 balles et boucle là. Exactement. À Voilà. tout jamais. Il y avait un film comme ça, il y avait un film comme ça avec Annie Girardot. Prends l'oseille Et tire-toi. Non, Oui, c'est oui. pas ça. Non, oui, c'est un peu. mais- Non, toute elle façon- parle, elle parle, mais Ah non, elle parle pas, mais elle fume flingue. pas, elle boit pas, mais à cause. Ouais, Oui, c'est ça, on oui, c'est retrouvera autre le chose. film, on va le mettre derrière nous. Alors, comme on dit au Café du Commerce, mais il n'y a plus de Café du Commerce. Alors, non, mais justement, que vous parliez, Pierre, que vous ayez parlé du revenu universel, de cette, là, parce que manifestement, ça c'est un truc d'ultra riche. C'est donner le minimum. Pour ceux qui ne pourront plus travailler.
Exactement. Ils ne pourront jamais travailler. Ils seront inemployables. Qui sont inemployables. Regardez bien. En revanche, moi je ne le savais pas, et vous non plus si vous payez des loyers, mais l'État français a décidé de baisser du jour au lendemain de 30% les loyers qu'il paye aux propriétaires, en général, qui est un complément de retraite. Hein, pour les gendarmeries. voilà. Et ça, c'était alors, je vous donne l'exemple, hein, c'était dans la Dordogne. La gendarmerie qui ne paye plus ses loyers serait passible d'expulsion. Depuis 2005, 33 propriétaires louent des maisons aux gendarmes de Saint-Astier. Mais l'État a décidé de baisser unilatéralement les loyers de 30%. Extraordinaire, ça. Non mais, donc, le prétexte Covid. Oui, mais alors donc il faut faire Donc venir... ça veut dire que tous les locataires de France et de Navarre, puisque l'État le fait, tous les locataires de France et de Navarre peuvent dire à leurs propriétaires, vous baissez le loyer de 30%, parce qu'en ce moment c'est la crise et que c'est difficile pour tout le monde. Non Oui, mais je sais pas ce que vous en pensez, Pierre. Oui, mais alors, moi je serais propriétaire à Saint-Astier, je ferais venir un huissier accompagné de gendarmes pour demander aux gendarmes de sortir. Ouais, Ce serait une situation... vous savez que quand vous faites si vous voulez expulser, il faut que les gendarmes viennent aussi pour s'expulser eux-mêmes. Oui, c'est ça, mais c'est exactement le problème. On se croirait dans un film de De Funès. C'est complètement absurde. Les gendarmes de Saint-Tropez, où les gendarmes louent une maison. Alors, autre petite information assez croustillante que j'avais repérée, le groupe L'Opinion AGFI qui quémande 2 millions à ses lecteurs, Ah non, mais ça, alors c'est que grandiose. le groupe L'Opinion est quand même un relais Alors, des c'est pas la intérêts. GFI, hein, c'est l'opinion. Ah, moi, j'ai relevé l'Opinion, le groupe L'Opinion AGFI, mais c'est peut-être une erreur Non, de ma c'est part. peut-être, je cite, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais allez-y. On a beau être très riche, on a beau avoir dans son discret actionnariat la famille Bettencourt, le groupe LVMH, le Dow Jones américain, on a beau défendre les intérêts matériels et moraux du CAC 40 et plus si affinité, le groupe L'Opinion AGFI demande quand même 2 millions à ses lecteurs. Alors, pourquoi j'ai mis AGFI Je ne savais pas que... Ah, peut-être que AGFI est peut-être dans le coup. L'opinion AGFI. Enfin, on sait depuis longtemps Alors, que c'est pas moi qui... Attends, non, là, non, parce que j'ai quand même une bonne mémoire. Vous êtes en train de citer l'OJIM, l'Observatoire des journalistes et des D'accord. médias. Oui. Ouais, parce que je me souviens quand même de ce que j'écris, vous voyez. C'était pas maligne. Ça veut pas dire que c'est... Ça veut pas dire que c'est Non, faux, ça veut pas dire c'est que c'est faux, mais logique, je voilà. ne savais pas que la GFI était dedans. Oui. Voilà. Alors, c'est ça qui est dingue. L'Opinion, qui est en fait le journal de Wall Street. Il y a le Dow Jones dedans, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Hein, il y a le Dow Jones. américain. Le Dow Jones Et le américain. CAC 40, alors. Personne ne l'achète. Personne ne l'achète. Il y a des bons journalistes dedans, mais c'est des journalistes muselés. Oui, il y en a de Le seul journaliste que tout le monde lit, c'est celui qui s'occupe de la défense. Je sais pas si. J'ai oublié son nom, oui. Ouais, bon, il s'occupe Mais de. je le C'est reçois en lui net. qui est le plus souvent repris. Voilà. Mais l'opinion, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est un journal d'opinion politique, des Bettencourt, etc. C'est un truc de riches pour les riches. Et ils font la manche. C'est quand même incroyable. Malgré toutes les aides que le gouvernement leur donne. Parce que tous ces journaux sont payés par l'État. C'est quand même incroyable, quoi. Vous vous rendez compte ? Non, mais les mecs, c'est le journal de Wall Street. Et le type, ils font la manche. Les milliardaires font la manche pour leur journal. Bah, si on peut faire Le payer les monde, autres. le monde est... Non, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais si on peut faire C'est payer quand j'ai les vu ça, autres. mais j'ai halluciné, quoi. De litanie des fraudes et des tricheries bancaires ne nous réjouit guère. Mais c'est l'information que vous nous donnez, Pierre. Nous vous en remercions. Et Pierre, merci aussi. Merci Olivier, merci Nous Pierre. allons Merci à vous deux. prendre congé de nos téléspectateurs en attendant de nouvelles aventures bancaires, financières, monétaires et autres. Ok. Merci Pierre. Merci à vous. À bientôt, chers téléspectateurs.